Retrouvez Pour le climat, agir ici et maintenant, une émission présentée par Sam Cohen. Auditrices et auditeurs de Radio JM, très heureux de vous retrouver à cette rentrée. Nous reprenons le fil de notre émission Pour le climat, agir ici et maintenant. Je vous rappelle l'objet. Il s'agit de vous présenter les initiatives locales qui agissent pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, pour nous adapter au dérèglement climatique qui est déjà entamé. Je voudrais juste vous dire une petite chose avant de laisser la parole à Audrey Devedeux, mon invitée d'aujourd'hui. Vous parlez du rapport qui est paru cet été par le gouvernement qui rappelle que l'été 2025 a enregistré une température moyenne de 22,2 degrés et une anomalie de plus 1,9 degré derrière les années 2023 et 2022. Il a été marqué par 2 vagues de chaleur, 27 jours au total. La première en juin, remarquable par sa durée et sa précocité. La seconde au mois d'août, je pense que tout le monde l'a bien senti, très intense sur la moitié sud du pays, c'est-à-dire chez nous. Voilà. Alors, Audrey Devedeux, je vais te laisser la parole pour présenter les associations dans lesquelles tu agis, parce que comme moi, tu es dans beaucoup d'associations, mais on va se limiter peut-être à une ou deux. Comme moi, tu es au collectif Vélo en Ville, comme moi, tu es aux ateliers éco-citoyens, et puis tu fais d'autres choses. Je te laisse te présenter et présenter tes actions et ces associations. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. En effet, je suis très engagée dans le milieu associatif, non pas parce que je m'ennuie, mais parce que j'ai envie d'agir concrètement pour un monde meilleur, on va dire. Et comme tu le disais, je suis à Vélo en Ville. Alors, je suis arrivée à Marseille il y a 6 ans. Et je peux dire que c'est la première asso dans laquelle je suis allée, Vélo en Ville, parce que je suis cycliste depuis que je suis étudiante, en fait. Et j'ai commencé, effectivement, comme tu dis, petite. Et j'ai vite vu que le vélo, c'était un moyen déjà d'autonomie fort, pas de dépendance aux énergies fossiles, autonomie même quand on est enfant, on peut se déplacer, et autonomie pour toute personne. Et en plus de mon temps, il n'y avait pas le vélo électrique, donc ça rajoute un peu plus d'autonomie, même si le vélo électrique, rappelons-le, ça utilise quand même du nucléaire et des énergies, des terres rares notamment. Mais donc moi, je suis fervente défenseuse du vélo mécanique. Ouais. Et du coup, je suis toujours sensible à chaque fois que je me déplace, mais ça, c'est une sensibilité depuis l'enfance, à l'environnement qui m'entoure. Quels son j'entends, quelle est la biodiversité présente autour de moi, quelle place la ville a donnée au végétal, à la verdure, comment on s'inquiète de cet équilibre entre écosystème, biodiversité et habitat humain dans les villes. Et c'est vrai que quand je suis arrivée j'ai pas mal crapahuté, et quand je suis arrivée à Marseille, ça m'a très surpris parce que j'avais vu des villes où il n'y avait pas beaucoup d'espaces verts ou des parcs et tout ça, mais alors Marseille, faut vraiment vouloir aller dans un parc ou dans un endroit verdoyant. Il y en a, surtout aux alentours. Autour de Marseille. On a la et mer, puis il y a la mer, et il y a les Calanques, bien sûr, mais moi je parle de la vie du quotidien des Marseillais et Marseillaises. Là, j'ai été frappée où, waouh, ça manque de verdure. Et j'avais lu aussi un rapport il y a quelques années, alors je l'ai plus en tête, mais il y a eu un rapport qui est paru sur le nombre on devrait avoir un certain nombre d'arbres par habitant. Et Marseille, c'était un truc comme 0,2 arbres visibles par habitant, enfin qu'on a dans notre quotidien. Alors après, ça diffère pas mal selon les arrondissements. Il y a des arrondissements plus verdoyants que d'autres, mais moi je parle vraiment du quotidien des Marseillais, Marseillaises qui vont être en centre-ville, en cœur de ville. Donc là, il y a un manquement, et donc c'est pour ça que je me suis intéressée du coup aux mobilités, au vélo, qui permet de se déplacer sans dépenser d'essence. Donc d'avoir plus de qualité au niveau de l'air. Et là, je peux peut-être pouvoir faire aussi la transition sur l'autre association dans laquelle je suis engagée, qui sont les ateliers éco-citoyens. Et pourquoi cette transition? Parce que j'ai un t-shirt dans les ateliers éco-citoyens sur lequel il est noté que dans le monde,
99% de l'air que nous respirons dans toutes les villes du monde nuit à la santé. Et c'est une phrase qu'on a repris des scientifiques. Ouais. Voilà, c'est un fait scientifique avéré. Et donc, aux ateliers éco-citoyens, on imprime ces phrases scientifiques. C'est pas des c'est pas des opinions. Pas des opinions. C'est vraiment, on reprend texto des phrases du GIEC, du WWF, de l'université de Stockholm, qui est spécialisée dans l'écologie. Ça manque pas de reporters, ça manque pas de sources, hélas, qui alertent. Donc nous, du coup, on alerte autant sur les faits environnementaux que sur les faits sociaux, puisque c'est étroitement lié. Et on a souvent tendance à oublier ça, que l'incidence environnementale a une grave incidence sur la population au niveau des habitudes de vie, du changement qui va être opéré pour le travail, pour l'habitat, pour la santé. Et d'ailleurs, avec cette histoire de qualité de l'air, on voit que l'impact environnemental est évident. Donc, on dénonce ça sur des t-shirts. On espère qu'il y a un maximum de gens qui en portent. C'est une espèce de t-shirt manif ad vitam aeternam, d'afficher ces informations aux yeux de tous et par ça provoquer le dialogue. C'est ça qui m'a plu aussi. Ça, c'est Célia Juspin qui a repris la présidence de l'association depuis 2 ans. Qui est à l'origine de ce mouvement de t-shirt. Dans l'assaut, il y a déjà eu beaucoup de... Il y a eu Florence, tu la connais, j'imagine. Je crois pas, mais bon. Ah non mais... Il y a eu Florence qui a initié des choses plutôt au niveau du scolaire, au niveau des fresques. Elle a initié beaucoup de fresques il y a 15 ans. C'est vraiment au précurseur de la chose. Quand Célia a repris, chaque présidente donne sa petite patte, comme dans tout assaut. Et moi, depuis que je suis là, ça fait 1 an que j'ai intégré vraiment l'assaut. Je suis à temps plein là dans cet assaut. Pour l'instant, voilà, on va essayer de pouvoir. C'est ça, il y a un enjeu de financiariser aussi nos actions. Et depuis 1 an, moi, j'apporte la patte un peu plus biodiversité, plantation participative. Voilà, c'est de ça dont tu vas surtout nous parler, je pense, la forêt urbaine. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une forêt urbaine ? Alors, comme son nom l'indique, il y a forêt dans le titre. Alors, qu'est-ce que c'est forêt ? C'est respecter des strates. Donc, dans une forêt, on va retrouver la strate un peu petite, les buissons. Ensuite, on va retrouver la strate moyenne, qui sont les arbustes. Je pense peut-être un olivier, peut-être aussi un arbuste. Et après, on va trouver les arbres, la strate un peu plus élevée, qui sont les grands arbres, comme un chêne, comme un pin. Très bon exemple. Et donc voilà, il y a ces strates qui sont respectées. Et pourquoi ? Parce que dans une forêt, ces strates permettent de créer différents écosystèmes et de faire proliférer différents insectes aussi. Et aussi, il y a un impact sur le sol qui va être plus ou moins riche selon les endroits. Donc plus c'est dense et plus le sol va être protégé du soleil et des attaques de pluie, etc. Et plus il y aura de vie dans ce sol et de biodiversité. Alors bien sûr, les sols, même à Marseille, il y a déjà différents sols dans Marseille. On n'a pas du tout aussi les mêmes sols que dans d'autres régions de France. Mais en même temps, c'est intéressant. Donc cette forêt, elle peut être faite n'importe où dans le monde. C'est une technique qui s'appelle Miyawaki. Donc je vous ai parlé des strates, mais en vrai, il faudrait que l'émission dure 3 heures pour que j'explique tous les critères qu'il y a à respecter. 20 minutes là. tous les critères qu'il y a à respecter dans cette technique. En fait, on essaie de reproduire ce qu'il y a dans une vraie forêt en faisant une petite forêt, donc nommée urbaine, donc dans le milieu d'une ville. Alors ça peut être urbaine dans une ville, mais ça peut être urbaine dans une communauté de communes, dans un petit village. Tout est bon à prendre comme emplacement pour, en gros, faire baisser la température et faire des îlots de fraîcheur. Voilà, c'est ça. D'où l'explication du sol, l'humidité, la fraîcheur, etc. L'objet de cette forêt urbaine, non seulement reconstituer une biodiversité, mais en même temps, effectivement, lutter contre le dérèglement climatique, lutter contre les canicules, puisque les arbres apportent de la fraîcheur,
et donc font baisser la température. Je dois me répéter là, mais c'est pas grave. Exactement, c'est d'une pierre 10 coups, je dirais même, parce que grâce à cette action, on a aussi le facteur sensibilisation, où on parle de problématiques environnementales quand on plante. Oui, tout à fait. Alors, le dernier projet que je suivais à la ville, que j'ai laissé à mes collègues continuer, c'était la désimperméabilisation de parking. Donc, je te rejoins là-dedans. Donc, c'est enlever le bitume pour effectivement redonner un peu de nature, un peu plus de nature. On n'allait pas jusqu'à planter des arbres. Nous, on voulait planter des panneaux des ombrières photovoltaïques pour faire de l'ombre aux voitures et puis justement aussi baisser la température. Ah, tu avais cette idée-là, c'est ça? Comment? Tu avais eu cette idée Oui, on avait cette idée. Je n'étais pas tout seul. On est quelques collègues. Avec des collègues. Ah d'accord, super. Pas dans une asso particulière. Non, là c'était le service collectif citoyen. Non, là c'était donc direction environnement et environnement de ville. J'ai déjà oublié le nom de la direction. Ça fait seulement un an que je l'ai quitté. Oui, quand tu travaillais à la mairie de Marseille, à la ville de Marseille. Au service climat, air, énergie. Donc on travaillait justement qualité de l'air, température, dépollution, etc., etc. Et moi c'était plutôt photovoltaïque, enfin énergie renouvelable. Et du coup, on avait cette idée de désimperméabiliser, puisqu'il faut réduire les températures, essayer de baisser les températures en ville. Donc, désimperméabiliser. Bon, c'est quand même un parking, donc il va y avoir des voitures. Même si on enlève le bitume, il faut quand même un matériau qui soutienne les voitures. Mais en même temps, on s'est dit, on va faire de l'ombre avec des panneaux photovoltaïques. En même temps, on produit de l'énergie renouvelable. Mais toi, c'est vraiment la forêt. Donc, c'est désimperméabiliser un terrain. Peut-être un parking, moi, peut-être un parking. Je peux peut-être t'expliquer parce que moi, il y a plusieurs possibilités. En gros, tout est bon du moment qu'on peut faire baisser la température et refaire venir du vivant en ville. Donc, ça peut être un endroit qui est complètement bitumé, style cours d'école, parking, rond-point, les patios d'une entreprise. Les exemples ne manquent pas, effectivement. Il y a beaucoup de choses bitumées. Ça peut être des petits emplacements, des fois dans des villes, il y a des petits carrés, on ne sait pas pourquoi c'est là, mais il n'y a eu ni construction, ni végétalisation, et il y a un carré vide entre deux immeubles. Là, on peut végétaliser. Alors maintenant, je parle plus de végétalisation. Le projet s'est un peu ouvert, donc moi, ça fait 3 ans que l'idée a émergé. Ah oui, alors... Je vais faire petite parenthèse sur une autre association qui est la Jeune Chambre économique de Marseille, d'où est né le projet quand j'avais moins de 40 ans. C'est une association pour les 18-40 ans. Et c'est né, on était 2 à l'origine avec Gwendoline Diaz et moi. Et on avait envie de faire quelque chose pour la ville de Marseille, pour végétaliser, pour faire baisser la température. Donc on a étudié différents systèmes de possibles. Il y a plein de possibilités de peindre des rooftops, des toits en blanc, de faire des murs végétaux. En fait, je vais pas tout vous citer, il y en a plein. Et on a trouvé que la forêt, l'idée de la forêt urbaine ou forêt Miyawaki était quand même la plus efficace parce que ça fait le travail en 3 ans. En gros, faut s'en occuper quand même pendant 3 ans, surveiller le taux de pluviométrie, déléguer ça à des bénévoles qui vont pouvoir prendre soin de cette forêt avec les habitants pendant ces 3 années qu'on l'a plantée. Et au bout de 3 ans, on est censé la laisser tranquille et elle sera complètement autonome. Il n'y a plus à s'occuper, il n'y a pas à s'en occuper. Donc ça, c'était un truc super. Et en plus, en 3 ans, elle peut déjà prendre une certaine ampleur qui fait que ça fait déjà le travail de faire baisser la température. Même si, ok, je l'avoue, dans le sud de la France, ça grandit moins vite parce que il y a plus de conditions extrêmes. Voilà, ouais. Moins d'eau, plus de chaleur. Mais au bout de 3 ans, on a quand même une petite forêt sympathique. Et pourquoi je disais ça? Voilà, ça c'était la première technique. Et c'est parce que je resituais un peu comment le projet a évolué. Et maintenant, j'ai repris ce projet-là avec les ateliers éco-citoyens. Et donc au début, avec la Jeune Chambre économique de Marseille, on était focus sur une forêt urbaine. Et là maintenant, avec les ateliers éco-citoyens, on s'ouvre à d'autres techniques de végétalisation. Donc là, par exemple, je suis en train de faire de collaborer avec la mairie des 11-12 à la Maison des Abeilles et de la Biodiversité, qui est un lieu incroyable, une petite maison. Et puis il y a 1000 m² de jardin avec 2 petites ruches.
Donc ça a ouvert il y a 2 ans. C'est assez nouveau dans la création. Donc il y a tout à faire dans le jardin. Et donc par exemple là, il y a déjà un jardin, mais il s'y passe pas grand-chose. Ouais. Il y a quelques petits arbres, mais il y a personne dédié à ça. Donc moi, avec l'asso, on a l'idée de coordonner, de les aider dans la coordination avec les citoyens, d'aller chercher les gens, de faire un planning précis, par quel projet on va commencer, de faire des concertations, qu'est-ce que les citoyens veulent, les habitants, qu'est-ce qu'ils veulent comme aménagement. On travaille en binôme aussi, en trinôme, en quadrinôme, avec plein de spécialistes dans plusieurs domaines, parce que dans ce jardin-là, il y a une demande de micro-forêts, de petites forêts urbaines, il y a une demande aussi de petites mares, il y a une demande de récupération des eaux de pluie du toit de la maison des abeilles. Il y a une demande de fleurs pour les pollinisateurs, dont les abeilles, mais les papillons, tous les pollinisateurs. Aussi. Les mouches sont des pollinisatrices aussi. Il y en a plein qu'on ne soupçonne pas, les papillons de nuit notamment, qui sont des très gros pollinisateurs. Les bourdons, etc. Et donc là, il va y avoir un petit espace forêt urbaine, mais ça dépasse le projet parce que là, on va faire tout un projet régénératif et un jardin écologique avec expérimental, avec plein de petits pôles. Donc un pôle qui fait baisser la température, un pôle qui fait apprendre à faire un petit potager pédagogique pour les enfants. On va travailler en binôme parce que il se trouve que par miracle, en face, on a les jardins familiaux du quartier. Donc il y a plein d'interactions à faire. Donc nous, l'asso, on est là pour relier un peu tout le monde, coordonner tout ça, faire le planning, voir comment on va faire ça sur l'année. Et c'est en ce moment, là, on est en plein dedans. Et donc, pour te dire qu'on ne fait pas que des choses à débitumer, on aide aussi vous utilisez déjà sur des espaces qui sont déjà un peu verts. Qui sont un peu verts. Donc vous allez développer. Soit pour préserver certains espaces sauvages et les développer au niveau sauvage sans toucher et délimiter ça. Soit, comme on fait là, un peu de tout, d'expérimentation citoyenne. Et ça, c'est génial d'expérimenter avec tout le monde. Je vois que tu y prends énormément de plaisir, c'est très bien. C'est un plaisir aussi pour moi de t'entendre raconter tout ça. Alors d'habitude, je dis quel défi spécifique à Marseille, mais je crois que tu as répondu, entre les extrêmes climatiques, entre effectivement la ville qui est très bitumée et qui manque de parcs, c'est vrai, même si on a quand même quelques grands parcs, comme le parc Borély ou le parc du 26e centenaire, ou le parc du Palais Longchamp. Mais c'est vrai qu'il manque quand même de la verdure, ça, on est bien d'accord là-dessus. Et alors, toi, donc, qui est bien impliqué dans pas mal d'associations, quel conseil tu donnerais aux Marseillais pour agir encore plus, pour aller plus loin? Ah bah, là tu me tends une perche. Bah oui. Premier conseil, rejoignez l'association Les Ateliers Éco-Citoyens. Comment ils peuvent la rejoindre alors, justement? Eh bien, on est sur tous les réseaux sociaux, et plus spécifiquement LinkedIn et Instagram. On a aussi un super beau site internet, Les Ateliers Éco-Citoyens. Donc on tape Ateliers Éco-Citoyens Marseille. Ouais. Les Ateliers Éco-Citoyens Marseille, on tombe sur tous les liens facilement. Et même j'inviterai toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus à venir à notre fameuse soirée de la rentrée qui est mardi 16 septembre au QG des écoacteurs qui se trouve être à Réformer. Pareil, c'est facile à trouver. QG des écoacteurs sur Google, il donne le point précis. J'avais oublié qu'il y a ce lieu-là où on se rencontre de temps en temps. Et donc là, on va faire cette soirée où on va expliquer tous les projets qu'on a fait, qu'on veut faire, toutes les plantations en cours, toutes les aides dont on a besoin. Et ça couvre tous les champs possibles. Ça peut être une aide d'1 heure pour tenir un stand, parce que on fait aussi des stands artistiques sur des festivals. Qui dénoncent des choses sur l'extermination, notamment des insectes ou des animaux. Donc on a besoin de gens pour gérer les stands, jusqu'à nous aider à faire un visuel, en passant par nous aider à faire des trous quand on plante les arbres. Franchement, il y a de quoi faire. On a des besoins et pour toutes les personnes qui sont motivées, avec toutes les envies possibles, venez, il y a de quoi faire. Voilà. Donc, auditeurs et auditrices de Radio JM, donc si vous vous ennuyez, vous rejoignez les Ateliers Éco-Citoyens, vous allez trouver de quoi vous occuper. Et surtout, si vous avez envie d'agir, parce que vous sentez un peu perdu, vous sentez qu'il y a plein de choses à faire par rapport à l'environnement, et vous avez envie d'agir concrètement,
Eh ben, nous, on fait des choses concrètes et en plus, on vous écoute. Et si vous avez des idées, c'est le moment de les développer aussi avec nous. Très bien. Merci beaucoup, Audrey. Merci. D'habitude, je demande à l'invité, donc, pour clôturer l'émission, une note inspirante qui donne envie d'agir et qui donne de l'énergie. Tu as quelque chose qui te vient? Oui, j'ai ma phrase fétiche qui vient toujours, c'est tout est possible. Et donc, comme tout est possible, axons cette phrase d'une manière positive. Tout est possible dans le positif. Et on y arrivera ensemble. Exactement. On a encore 5 minutes. Ah ben, je croyais qu'on était pas loin de finir. Cri d'espoir. Ah, mais j'avais encore plein de trucs à dire. Si les gens n'ont pas déjà rempli tout leur carnet avec tout ce que j'ai dit. Eh bien, oui, alors petit rappel, donc mardi 16 septembre, QG des écoacteurs. Oui. C'est demain alors, mardi 17 septembre, pardon. Semaine prochaine. On est le 8 déjà. Alors. Ouais, c'est mardi de la semaine prochaine, QG des écoacteurs, où les ateliers éco-citoyens se regroupent à 19h. Vous faites quoi? Vous faites une présentation de tout ce que vous faites? Ouais, là on va faire une grosse réunion, c'est plus qu'une réunion, c'est une soirée conviviale. Il y aura certains partenaires qui seront là, il y a des gens qui veulent être partenaires qui seront là aussi. Il y a on a l'asso partenaire, la Jeune Chambre économique qui va parler aussi, qui va parler plein avec les jeunes. Voilà, on couvre tous les champs et on espère qu'il y aura un max de monde possible. J'ai pas mal contacté aussi les municipalités, j'espère qu'elles seront présentes, plusieurs municipalités de Marseille et bien sûr la ville de Marseille, avec qui aussi je suis en lien, notamment la direction des transitions que je remercie beaucoup, qui m'avait aussi, que j'avais rencontré il y a 2 ans justement, qui m'a un peu aidé à trouver des terrains. Bon, il se trouve qu'il y a un terrain qui s'est pas fait, mais en tout cas les choses avancent. Je vois que la ville est engagée aussi, ça c'est important de le dire. La ville est vraiment consciente de ce qu'il faut faire. Il y a un programme 10 000 arbres, je sais plus. Qu'ils essaient de planter un peu partout, oui. Et puis, si ça vous intéresse aussi de voir la Maison des abeilles et de la biodiversité et d'entendre nos projets dédiés à cet espace-là, on a une guinguette festive qui va être trop bien. Donc, dans l'après-midi, c'est plutôt dédié aux enfants avec plein de jeux qui vont parler des insectes, des plantes sauvages. Donc, autour de 16h, c'est plutôt pour les enfants. Et après, c'est intergénérationnel avec groupe de musique, guinguette, pour danser, tout le monde, tous les âges. Chanter, je sais pas, mais en tout cas, il y a une guinguette qui va circuler dans tout l'espace de la Maison des abeilles et de la biodiversité. Et c'est samedi 27 septembre. C'est le dernier samedi du mois de septembre. Et donc, à 16h pour les enfants et à 19h pour tout public. Et je pense qu'on n'a pas d'heure de fin, mais on se dit que ça finira sûrement autour des 22h, 21h30, 22h. C'est une petite guinguette conviviale, sympathique. On va bien s'amuser. Bah oui. Là, je crois que les 5 minutes qu'on nous a accordées encore sont terminées. Merci beaucoup Audrey pour toute cette énergie positive que tu me donnes et que tu nous donnes. Mais merci à vous, à la radio et à toi pour votre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir les uns et les autres pour parler justement de toutes ces actions. Merci pour cette conscience. Et qui se développent autour de l'environnement. Merci, à très bientôt. Merci à toute l'équipe.